Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des Ateliers républicains organisée par Elnet en collaboration avec Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui Didier Lesky, préfet et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Didier Lesky va nous parler de la singulière situation de la France en Europe face à l'immigration, un sujet qu'il traite dans son ouvrage « Ce grand dérangement, l'immigration en face », paru aux éditions Gallimard en novembre 2020. Pour présenter les contours de cette thématique et notre intervenant, je cède tout de suite la parole à Gérard Rabinovitch. Merci beaucoup, Sarah. Salutations à Arié, salutations à Didier, à Charlotte. Immigration est de nos jours un mot capturé. Immigration, ce n'est pas un gros mot. Il a eu sa connotation noble lorsqu'il s'insérait, par exemple, dans l'acronyme FTP-MOI, MOI pour Mouvement ouvrier immigré. Fer de lance de la résistance anti-nazie en France, celui de l'affiche rouge, celui de Carmagnole Liberté dans la région lyonnaise. On remarquera l'appellation de Carmagnole que ses membres s'étaient choisis et sous laquelle ils combattirent. Ils étaient juifs, italiens, arméniens survivants du génocide, allemands anti-nazis, espagnols antifascistes. Pour rappel, ils ne combattaient pas l'Allemagne, celle de Goethe, de von Humboldt, de Jean-Paul ou de Max Weber. Ils ne combattaient pas pour Clovis ou pour Jeanne d'Arc, mais ils combattaient la barbarie et affirmaient leur reconnaissance à la France républicaine et leur dette envers celle-ci. À l'encontre, émigration peut en être un de gros mots. Lorsque, lors de la Révolution française, il désignait les partisans de la monarchie réfugiés hors de France entre 1789 et 1791 et tenus ensuite pour des conspirateurs fantasmés ou avérés contre la République naissante. Il ne se composait pas que de nobles déchus et revanchards. Pour moitié, il s'agissait aussi de paysans, d'ouvriers, de bourgeois, de militaires, de commerçants. Les préfixes changent du « e » de émigration au i de immigration. Mais la situation existentielle demeure celle de migrants, dans sa platitude lexicale positiviste. Une condition qui aujourd'hui concerne plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde entier et devient un fait sociétal global, voire un possible réaménagement anthropologique. Le nom est dérivé du latin migrare, s'en aller d'un lieu, changer de résidence, sortir. Quant à migration, de migratio, passage d'un lieu à un autre, il s'impose sémantiquement contemporain du premier grand mouvement de migration, qui n'était pas celui guerrier des invasions antérieures et qui fut par contre consécutif à la découverte des Amériques. Il accompagna ainsi lexicalement en France ceux qui émigraient vers les Antilles, la Guyane, la Louisiane. Il ne fut pas non plus le nom, mais était bien le résultat effectif de la traite des esclaves vers les Amériques qui vint ensuite. Plus tard, par extension de similitude, il a été employé aussi pour nommer les déplacements de populations intérieures aux frontières d'un même État, confère les syntagmes de migration professionnelle, migration journalière, voire même, suivant la pente anomique du parler médiatique, les migrations vacancières. C'est au XIXe siècle, au siècle du basculement socio-culturel qui éteint les feux de la Renaissance encore davantage que ceux des Lumières et ouvrit l'ère industrielle, que les migrations en versant immigration et versant émigration sont devenues de masse. En Europe continentale et vers ses prolongements nord- et sud-américains. Immigration et émigration, depuis, peuvent recouvrir, sans leur être synonymes, diverses problématiques de déplacement, de migration volontaire ou contrainte. Immigrants volontaires par aspiration à la liberté, à une vie meilleure, à la dignité, chose introuvable dans leur contrée d'origine, ou immigrants contraints par contingence socio-économique, géoclimatique, par oppression fuie ou expulsion subie. L'inventaire lexical sous sa couverture comprend exilés, réfugiés, déplacés, déportés, transférés, transplantés, expatriés, rapatriés, naufragés, demandeurs d'asile, etc. Autrefois, ces immigrants gardaient en patrie portative le goût, le fumet, le paysage de leur région planétaire de départ, sur la table familiale en kémia, daffina, herring, gefilte fish, paella, pâte al dente, poulet yassa, mafé, vodka, bocha,
strudel, etc. Sur le bout de la langue dite maternelle, du moins lors de la première génération, quelquefois la seconde, et dans l'empreinte chantante des accents, ainsi qu'avec tout ce qui peut être rassemblé sous le dénominatif de folklore, les chants, les danses, les vêtements de fête, les récits, les divers usages en routine. Simultanément, la plupart d'entre eux connaissaient leur chance, malgré les difficultés, les épreuves même de leur départ, de leur arrivée et de leur installation. Ils n'ignoraient rien d'une dette symbolique envers le monde d'accueil, quand bien même certains autochtones se montraient-ils réticents ou hostiles à leur présence. Je me souviens de mon père racontant avec émotion comment un instituteur l'avait pris en charge et en 3 mois l'avait, en se levant à l'aube, chaque jour préparé avant l'heure des débuts des classes à un certificat d'études inaccessible à son enfance migrante. J'ai à l'esprit le récit d'un ami dont le père, juif et communiste, chassé d'Égypte, lui imposa, puisqu'il était sorti d'une grande école d'administration, de rendre à la France son don en intégrant la haute fonction publique en renoncement à d'autres perspectives peut-être plus réjouissantes. J'ai encore en tête la reconnaissance du professeur Adisteg à la France, à son école, venu enfant d'un shtetl des Carpates de Routeni et devenu un des plus grands chirurgiens internationaux dans sa spécialité. Et je sais combien il en allait de même dans d'autres familles d'immigrés, d'autres provenances culturelles et nationales, côtoyées dans le même pâté d'immeubles ouvriers de mon enfance. C'est ce sentiment de dette et l'éthique de son acquittement que les notions d'intégration ou d'assimilation la plupart du temps recouvrent et masquent et loupent, alors qu'il est bien souvent le moteur subjectif premier de leur accomplissement. Et ce pourrait bien être là un des paramètres du problème contemporain, plus profond que sa capture dans une scénographie identitaire qui se joue actuellement à 3 agents, nationalistes du côté de la droite radicale, intersectionnistes du côté de la gauche radicale à front renversé de la première, millénaristes du côté de l'islam radical, comme nous en a éclairé dans un atelier précédent Richard Landes. C'est une hypothèse ou une piste adjacente suggérable. Si l'immigration devient, selon le bon mot de Didier Lesky, que nous allons entendre dans un instant, un grand dérangement contemporain, en écho, décalage ou démarquage du grand remplacement de Renaud Camus, c'est peut-être parce que ce paradigme d'endettement symbolique s'est estompé, s'est délité, quand il n'est pas littéralement dénié. Il le fut à l'époque des dortoirs de la Sonacotra, pour ceux qui sollicitèrent une massive immigration de main-d'œuvre et n'eurent jamais un geste de reconnaissance aux transplantés embétaillés. Il l'est aujourd'hui dans un temps régulé, ou plutôt dérégulé, au narcissisme infantile, aussi fragile que s'ambitionnant tout-puissant, qui ne doit plus rien à personne et à qui tout serait dû. La gratitude cesse d'être de mise. Seul le ressentiment ou l'envie, l'arrogance ou la pleurnicherie priment. L'immigration massive contemporaine pourrait avoir changé d'esprit en même temps qu'elle a changé de provenance, soutenue dans sa nouvelle manière par des organisations caritatives ou clientélistes politiques qui abondent dans le même sens et en entretiennent la matrice. L'immigration d'aujourd'hui, celle particulière à la France, cumule des problèmes socio-économiques, des problèmes ethniques, là où se distingue le mode d'être clanique de celui de l'être démocratique, comme nous l'avait fait apercevoir le psychiatre Maurice Berger il y a quelques séances. Nous ne sommes plus là dans le registre du folklore, mais d'un autre dispositif de vie et de lien social. Et puis aussi des problèmes éthiques, ceux de la méconnaissance d'une dette. Lorsque le sens générique de la dette, en principe éthique du lien social, est fort clos et que la gratitude devient le combustible le plus tendu de tous les séparatismes. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais céder la parole à Didier Lesky, dont nous sommes très heureux de la présence ce jour et de sa contribution aux ateliers républicains d'Elven. Didier Lesky est préfet. Il a été chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur de 2004 à 2008 et encore préfet pour l'égalité des chances de 2013 à 2016. Il a été nommé en fin 2015 directeur général, comme l'a rappelé Sarah, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et depuis 2016, il est de surcroît le président de l'Institut européen en sciences des religions. Comme vous le comprenez, sa pensée, ses réflexions sont nourries au meilleur d'une pratique de terrain. Il a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels La laïcité au quotidien avec Régis Debray chez Folio en 2016, Misère de l'islam en France aux éditions du Cerf en 2017,
Rien que notre défaite, également aux éditions du Cerf en 2018. Et puis, le grand dérangement, l'immigration en face chez Gallimard dans la collection Tract en 2020, à partir duquel nous allons ce jour l'écouter. À toi, Didier. Merci Gérard, merci à vous pour cette invitation sur un sujet qui est effectivement pas simple, puisque nous sommes pris toujours entre un devoir d'humanité, bien sûr, qu'on peut appeler l'hospitalité, et puis les conditions sociales concrètes de l'accueil. Et ce que je voudrais aborder aujourd'hui, ce que j'ai essayé de faire dans ce grand dérangement, c'est justement de poser l'équation qui dérange, puisque dès qu'on parle d'immigration, il y a quelque chose, on le sent bien tous, qui se met en tension, à la fois pour nous-mêmes, parce que nous sommes des humanistes, et puis dans l'ensemble de la société, parce qu'on voit bien que ça peut être utilisé ici et là, soit pour refuser tout accueil et refuser l'altérité, soit pour dénier les difficultés qui peut y avoir. Alors, je voudrais repartir de choses concrètes, c'est-à-dire des chiffres, bien sûr, puisqu'il faut savoir très précisément de quoi on parle. Gérard vient d'aborder, dans un panorama assez global, le fait qu'il y a des migrations qui sont de nature différente, et il faut, en réalité, quand on parle d'immigration, en parler toujours au pluriel, tant dans les conditions d'arrivée, les statuts, qu'après les parcours d'intégration. Comme je l'ai dit dans mon livre, je crois que l'hospitalité pour tous aboutirait à quelque chose comme l'hospitalité pour personne, mais qu'en même temps, refuser toute hospitalité serait une forfaiture, et d'une certaine manière, l'introduction que tu as fait le rappel. Alors, la situation migratoire, globalement, quelle est-elle? Et il faut avoir cela à l'esprit, à la fois en termes de démographie globale et puis en termes de chaos du monde. Voilà. En termes démographique global, bien évidemment, nous savons tous que notre démographie de notre communauté est en expansion. Hein. Il y aura sans doute 1,5 milliard, plus d'1,5 milliard d'Indiens d'ici une trentaine d'années, peut-être un peu moins. On a 400 millions de Nigérians. On a aujourd'hui 1,3 milliard d'Africains, mais on pense que d'ici la fin du siècle, ils seront 4,4 milliards. Mais je ne veux pas rappeler ces chiffres-là qui ont toujours un côté un peu aléatoire, mais les mettre en comparaison à ce qui existait, par exemple, en termes de population de l'autre côté de la Méditerranée au moment des indépendances. C'était 300 millions d'habitants. Hein, et on voit bien ce qui s'est passé entre le moment des indépendances et aujourd'hui. Au Maghreb, la moitié de la population a moins de 25 ans. Dans les pays subsahariens, la moitié de la population a moins de 19 ans. Voilà. Et dans les phénomènes migratoires et dans l'aspiration à migrer, on voit bien que depuis le début des années 80, le nombre d'immigrés venant de l'Afrique subsaharienne et en particulier venant en France, y reviendrait, eh bien, a progressé beaucoup plus vite que la population elle-même. Hein. Et ça vous donne la pression qui peut exister en termes d'aspiration à partir, à migrer. Alors, bien évidemment, les causes de ces immigrations, on les connaît tous intuitivement. Il y a des causes économiques, et c'est pour ça qu'il y a différentes immigrations, et il y a des causes qui sont liées au chaos, et en particulier aux guerres. Quand on fait le panorama de ce qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle des réfugiés, c'est-à-dire des personnes déplacées pour des raisons liées essentiellement à des conflits majeurs sociopolitiques, les guerres, eh bien, ils sont constitués à 70% d'abord de Syriens, d'Afghans, de Soudanais, de Birmans et de Vénézuéliens. Hein, c'est ça un peu la masse globale. Hein, les Vénézuéliens, j'y reviendrai parce que ça a un impact en Europe. C'est plus de 3 millions de personnes qui sont parties depuis une décennie et demie. Donc, on a ces conflits-là. Et puis, en Europe, on a vu à un moment donné les conflits liés à l'éclatement, à l'échec de la sortie du communisme. Hein, c'est la Yougoslavie qui, à un moment donné, a généré au sein même de l'Europe ce qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, des mouvements migratoires extrêmement importants liés à la guerre. Mais l'échec de la sortie du communisme, c'est aussi la migration économique. Je pense aux Albanais, aux Géorgiens, aux Ukrainiens qui, en particulier, arrivent
en France. Dans ce panorama général, l'Europe et l'Amérique du Nord constituent les plus grosses zones d'immigration, au sens global du terme, pas simplement en termes de réfugiés frontaliers, mais dans l'idée de parcours de longue distance. Et je dis ça parce qu'on a tendance souvent à dire que l'Europe est une forteresse. L'Europe n'est pas une forteresse. Sa particularité, du reste, c'est l'évolution de sa diversité démographique, culturelle. Et c'est comme l'Amérique du Nord, nous sommes devenus un continent qui accueille toutes les différences et toutes les origines. Et c'est à mettre en regard, j'y reviendrai, au fait que ceux qui partent viennent aujourd'hui de plus en plus de continents dont la particularité est la réduction des diversités quand elle ne les combat pas par le droit ou par le sang. Ces migrations, elles sont devenues aussi beaucoup plus importantes en volume, pas simplement à cause de la poussée démographique, mais aussi à cause des facilités de transport. On va plus loin, plus vite et moins cher. La principale source d'arrivée en Europe, ça reste l'avion. Aujourd'hui, c'est l'avion, c'est pas le bateau, c'est l'avion low cost. Beauvais est en France une des zones aéroportuaires qui permettent à des milliers de personnes de venir tous les ans dans un phénomène migratoire, et en particulier quand ces personnes ne sont pas soumises à visa. Là encore, les gens qui viennent des pays de l'Est et qui sont très importants par cette filière. Les chiffres, là encore, sont assez simples. Aujourd'hui, on est à peu près à 80 millions d'immigrants en Europe. C'était 56 millions au début des années 2000. Vous voyez la progression, c'est les chiffres de l'ONU. Et parmi ceux-là, la majorité est aujourd'hui constituée de non-européens. En 2015, au moment où on a cette poussée migratoire importante en Europe, nos pays européens ont accueilli en proportion beaucoup plus d'immigrants que les États-Unis. 2,4 millions de personnes aux États-Unis pour 509 millions d'habitants, et nous, ça a été d'un coup 1 million, 1,2 million de personnes qui sont rentrées en Europe, et en particulier, nous le savons, en Allemagne, et j'y reviendrai. L'Europe est une bulle sociale enviée, c'est ce qui fait sa particularité, et c'est ce qui fait la pression, sa pression migratoire, à la fois pour des raisons de fuite économique, comme pour des raisons liées, je l'ai dit, à la nécessité de trouver un pays refuge. Mais dans ce panorama global, la France, c'est vrai, a une situation particulière, singulière. Singulière au sens où c'est un vieux pays d'immigration depuis le milieu du 19e siècle, contrairement à nos voisins qui étaient des pays d'émigration. Et quand je dis nos voisins, même un pays comme l'Allemagne a longtemps été un pays d'émigration et pas d'immigration. Nous, depuis le milieu du 19e siècle, on est un pays où les gens viennent d'immigration. Et pendant très longtemps, cette immigration a été corrélée aux besoins économiques du pays, et avec des phases de développement, de reconstruction, bien sûr, après la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à la fin du 19e siècle, la nécessité d'accompagner le développement industriel. La France donc n'est pas fermée et elle reste un pays ouvert, contrairement aussi parfois à ce qu'on entend. Et le nombre de types de séjours était en 2019 plus de 80 fois supérieur à ce qu'il était en 2000. Là encore, il faut revenir à des chiffres. En 2000, on était aux alentours de 150 000 nouveaux titres de séjour. En 2020, en 2019, on était à 274 000 titres de séjour nouveaux. En 2020, on a baissé à cause de la pandémie, mais on a baissé à 220 000 titres de séjour. Dit en France comme en Europe, du reste, il n'y a jamais eu autant d'immigrés dans les pays européens. En France, dans les années 30, on est à 3-4% d'immigrés. Aujourd'hui, on est entre 10 et 11% d'immigrés, et on dit, et c'est la particularité de la France avec les États-Unis, que sur 2 générations, eh bien, il y a au moins il y a un quart de la population qui, quand on remonte sur 2 générations, a un rapport à l'immigration. Et c'est la même proportion que
qu'on a aux États-Unis. C'est aussi une particularité de la France. Mais dans cette particularité importante, le fait majeur, et on le voit bien, c'est le changement des origines, hein, et avec les problèmes que cela pose. Entre 1960 et 1966, c'est-à-dire au moment du gros, comme le rappelait Gérard tout à l'heure, où le patronat, d'une certaine manière, a fait venir des besoins de main-d'œuvre pour répondre à la croissance du pays. On délivrait 180 000 titres de séjour par an à peu près, c'est-à-dire entre 1960 et 1966, c'est un peu plus d'1,2 million de titres de séjour, mais ces titres de séjour, ils étaient donnés d'abord à des Espagnols, des Italiens, des Portugais. En 1975, l'immigration maghrébine africaine, c'est 20% du total des immigrés. L'essentiel de l'immigration, et les premiers contingents, encore dans les années 70, c'est d'abord les Italiens, et puis après, on va avoir l'arrivée plus importante de Portugais, et c'est ça qui caractérisait notre immigration. Jusque dans les années 80, où là, on va avoir un changement. Et aujourd'hui, l'immigration en France, elle est à plus de 50%, d'abord d'origine maghrébine et subsaharienne. Il faut aussi rajouter aussi maintenant de plus en plus de personnes du sous-continent indien, bangladais, pakistanais, etc. Pourquoi c'est une caractéristique particulière de la France? Bien, quand on la compare, par exemple, à l'Allemagne, en Allemagne, la majorité des immigrés viennent d'Europe. Alors, bien sûr, d'Europe de l'Est, il y a aussi les Turcs, mais c'est une différence importante et je dirais pourquoi ça a des effets. Mais on n'est pas le seul pays, l'Allemagne n'est pas le seul pays où le profil migratoire est très différent de la France. On parle souvent de l'Espagne, mais en Espagne, la première nationalité qui rentre aujourd'hui en Espagne, ce sont les Vénézuéliens, en termes de contingent d'immigration, parce qu'il y a la possibilité d'y rentrer. Les Latino-Américains ont des facilités pour entrer en Espagne, et donc on a ça, on a les Vénézuéliens, on a des Marocains, bien sûr, on le sait, mais la France est le premier pays de la migration marocaine, comme la France est le premier pays de la migration algérienne en Europe, et on est aussi le premier pays de la migration subsaharienne en Europe, et on est en train de devenir le premier pays de la migration afghane. J'y reviendrai. Voilà. Mais c'est pareil aussi en Italie. En Italie, les premiers immigrants qu'on a sur le territoire avec des titres de séjour, ce sont des Roumains, les Albanais. En Angleterre, ce sont les Indiens, les Polonais, les Pakistanais. Et quand je dis les Indiens, les Polonais, les Pakistanais, je veux souligner par là que chaque pays européen a une migration qui est liée à son histoire. Et nous, notre histoire, c'est l'histoire coloniale. Et donc, on a ces liens particuliers qui expliquent aussi le fait que les personnes qui se trouvent en difficulté économique ou en difficulté liée au chaos de leur pays, eh bien, viennent là où ils ont des liens historiques. Voilà. Ça, c'est le paysage. L'autre particularité, notre singularité par rapport à d'autres pays, par rapport à l'immigration, c'est que nous donnons la nationalité aux immigrés, la nationalité française. Et depuis très longtemps, 40% des immigrés qui sont en France ont acquis la nationalité française. Un immigré, sur le plan statistique, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'il reste étranger, mais c'est vraiment quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. 40% des immigrés en France ont acquis la nationalité française. La plupart des pays européens ont fermé pendant très longtemps l'accès à la nationalité, avec même une prégnance du droit du sang sur le droit du sol. Nous avons un double droit. Les Allemands ont ouvert très tard, dans les années 2000, la nationalité allemande. Les Italiens, ça reste encore très fermé. Les Espagnols aussi. Donc, c'est une caractéristique qui explique aussi notre modèle d'intégration. L'autre singularité de la France, c'est la demande d'asile. Alors, ça peut paraître un peu singulier, mais puisque ça paraît comme contre-intuitif par rapport à ce qui s'est passé en 2015, où on a donné le sentiment qu'on n'accueillait pas, et les débats autour de l'immigration se sont polarisés sur cette idée que la France ne faisait pas comme l'Allemagne, pour aller vite. Merkel
disant on va réussir à le faire, et les Français, la France n'étant pas percutée par la même pression migratoire, mais en réalité, outre le fait que dans toute l'Europe de l'Union des 27, la demande d'asile se concentre essentiellement sur je dirais, une petite dizaine de pays. La France, entre 2000 et 2012, a été le premier pays de la demande d'asile en Europe. Nous sommes, de manière générale, un pays qui accueille les demandeurs d'asile hors crise intense. Et c'était le cas entre 2000 et 2012. La France était en nombre d'entrées de demandeurs d'asile le premier pays de la demande d'asile. Mais il y a eu cet événement en 2015, avec l'arrivée très importante des Syriens en particulier, mais aussi des Irakiens. Et là où on a une singularité française de la demande d'asile, elle est liée à deux choses. La première, c'est que ceux qui demandent l'asile, comme ceux d'une certaine manière qui émigrent, mais en particulier ceux qui demandent l'asile, font des calculs du pays où ils veulent aller en fonction du sentiment qu'ils ont de leur capacité et des liens historiques qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel pays. Quand il y a eu la guerre civile en Algérie, les Algériens venaient en France, mais les Syriens en particulier, ou d'autres nationalités, je pense aux Irakiens, eh bien, ont préféré aller dans les pays où ils estimaient que les conditions économiques étaient pour eux beaucoup plus favorables, c'est-à-dire où le chômage était beaucoup plus bas, où les questions de logement étaient moins intenses, etc. C'est-à-dire que les Syriens qui sont rentrés de manière très importante sont d'abord allés en Allemagne, en Suède et en Europe du Nord. Ça a été vrai en 2015, 2016, mais à partir de 2019, il y a eu une sorte de rééquilibrage qui s'est fait, et qui fait qu'à partir de 2019, depuis 2019, la France accueille globalement à peu près le nombre de demandeurs d'asile que l'Allemagne, qui sont les deux principaux pays en Europe à accueillir des demandeurs d'asile de manière importante. 170 000 entrées en 2019 pour la France, 190 000 pour l'Allemagne. Mais avec une particularité pour la France, une singularité, c'est que plus du tiers des demandeurs d'asile qui aujourd'hui arrivent en France sont des personnes qui ont déjà été déboutées d'un autre pays européen. Et je reviendrai sur le problème de l'Europe, mais ça veut dire que, alors que les premières nationalités qui continuent à rentrer en Europe, c'est d'abord en demande d'asile, c'est d'abord les Syriens, les Afghans, les Vénézuéliens. Nous, on a comme demandeurs d'asile, comme principaux demandeurs d'asile, d'abord les Afghans, qui sont ceux qui ont été déboutés des autres pays européens, parce que la caractéristique de la France, c'est l'ouverture plus forte à l'accès à la demande d'asile par rapport à d'autres pays, dit de manière très concrète. Sur une échelle de 1 à 10, un Afghan qui demande l'asile en France, il aura 9 sur 10 auront l'asile. En Allemagne, c'est aux alentours de 3 à 4. Aujourd'hui, en Suède, c'est 2. Et c'est ça, et ceux qui se sont vus refuser l'asile dans ces pays, eh bien, considèrent que la France est le pays de recours. Et parmi ceux qui se sont vus refuser l'asile ou qui savent qu'ils ne peuvent pas l'avoir, ou qui ont tenté, il y a aussi des nationalités d'Europe de l'Est. Je pense aux Albanais, aux Géorgiens, qui à un moment donné se sont orientés vers l'Allemagne, mais qui ont compris que c'était bouché, mais qui pensent qu'en France, c'est beaucoup plus facile d'obtenir l'asile. Et c'est pour ça que les Albanais et les Géorgiens, pendant les années 2018-2019, ont constitué les premières nationalités en demande d'asile en France avec les Afghans. Alors, qu'est-ce qu'il fait aussi la singularité de la France par rapport aux autres pays européens, ceux qui sont le plus touchés par la migration, qu'elle soit de la migration, je dirais, économique ou de la migration de demande d'asile. C'est le fait que nous, notre principal vecteur d'immigration, ça reste le regroupement familial. Bien évidemment, on est polarisé par la demande d'asile, mais le principal vecteur de l'immigration en France, c'est le regroupement familial. Et ce regroupement familial, c'est la matérialisation du découplage entre immigration économique
et entre développement économique et immigration. C'est différent dans les autres pays, je l'ai déjà dit. Mais une fois dit ça, on a un problème global d'intégration, parce que dans cette immigration, en particulier l'immigration familiale, mais plus largement, même dans la demande d'asile, j'ai d'abord de là les problèmes d'intégration. Hein, nous n'avons pas, en tout cas, une personne sur deux qui passe par l'OFII, puisque chaque immigrant qui est accueilli en France et qui va obtenir un titre de séjour va passer par l'Office français de l'immigration. Une personne sur deux qui passe par l'OFII a un niveau d'études qui est inférieur au bac, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, on a une grande proportion de nos immigrés qui ont un faible niveau de qualification. Ça ne veut pas dire que tous les immigrés ont un faible niveau de qualification, hein, mais qui ont un faible niveau de qualification. On a aux alentours de 10% de ceux qui arrivent qui n'ont pas même eu une scolarisation dans l'élémentaire, hein, et qui sont le reflet dans leur personne des chaos du monde. Et donc, on a une difficulté qui est le fait que dans le parcours d'intégration, les personnes se heurtent à la question de l'emploi et du travail, et donc ont des difficultés de plus en plus grandes à trouver les chemins de l'autonomie, puisque même si on peut penser, et certains le pensent, que notre système social est le premier vecteur d'attrait, en réalité, les personnes qui migrent veulent accéder peu ou prou à l'indépendance, hein, à la capacité à s'insérer, mais se heurtent à nos conditions globales économiques, et c'est particulièrement vrai pour la partie de ceux qui ont un faible niveau de qualification dans un pays où les emplois peu qualifiés disparaissent, hein, ont disparu grandement. C'est la disparition j'allais dire de manière symbolique, des usines automobiles, hein, mais c'est la disparition aujourd'hui, par exemple, des caissiers ou des caissières, hein, de manière accélérée, et ça a des résultats extrêmement forts sur la situation sociale globale des personnes immigrées en France, qui connaissent il y a un niveau de chômage qui est le double chez les immigrés que chez les non-immigrés, hein, un taux de pauvreté qui est de 30%, soit 17%, 17 à 18% de plus que chez les non-immigrés, et une difficulté d'accéder au logement qui accentue les phénomènes de ghetto, hein, c'est-à-dire la concentration dans des zones particulières où on va essayer de vivre plus ou moins bien dans du logement dégradé. Et c'est ce qu'on connaît autour de Clichy-sous-Bois, Grigny, enfin, on pourrait multiplier les exemples. Je dis cela parce que parmi les débats, on dit souvent, eh bien, il faudrait faire comme le font d'autres pays, c'est-à-dire avoir une immigration choisie, etc., et attirer les compétences. En réalité, si nous n'attirons pas les compétences, ce n'est pas parce qu'on les refuse, mais c'est parce que les personnes qui s'estiment particulièrement compétentes ou qui ont des compétences, eh bien, elles vont privilégier des pays où elles pensent que leur compétence sera beaucoup plus reconnue. Hein, dit de manière un peu abrupte, on est plus facilement enclin à tenter l'aventure nord-américaine quand on est médecin, hein, que quand on n'a aucune qualification précise. Et à ce moment-là, on va vers ce qui peut rassurer. Et ce qui peut rassurer, c'est de rejoindre des communautés préexistantes. Et ça renvoie à notre histoire migratoire sur la longue durée, ou rejoindre des pays où la rumeur, ce qui se dit avec les premiers arrivants, eh bien, dit que ça va être plus facile. Les Afghans, par exemple, étant comme je l'ai dit, l'exemple. Hein. En France, on est un pays où on peut être accueilli, hébergé de manière inconditionnelle, quelle que soit sa situation administrative. Ce n'est pas le cas dans la plupart des pays d'Europe. Il faut savoir qu'en Île-de-France, par exemple, on est actuellement à 80 000 nuitées d'hôtel payées tous les soirs
par l'État, enfin 140 000 personnes hébergées de manière globale, soit dans des familles, soit dans des hôtels, et que parmi ces personnes, ces 140 000 personnes, la proportion de personnes qui sont sorties de séjour est sans doute majoritaire. Alors, pourquoi il y a des difficultés d'intégration? J'ai dit qu'il y a des problèmes économiques, bien sûr. J'ai dit qu'il y a la question liée au travail, mais à travers le travail, il faut bien comprendre que ce qui s'est joué à partir du début des années 80, c'est la décomposition de ce qui était notre modèle historique d'intégration. Le travail, c'est pas simplement être dans une situation de travail, c'était être dans une situation où on pouvait être pris dans une sociabilité qu'on pouvait appeler le mouvement ouvrier. Gérard a parlé de la main-d'œuvre ouvrier, des FTP-MOI, enfin d'un contexte global qui aidait à la prise en charge des nouveaux arrivants. Ça ne veut pas dire que les choses étaient simples. On connaît tous les travaux de Gérard Noiriel sur les Italiens à la fin du 19e siècle, qui se font pourchasser, etc. Mais on avait, et en particulier à partir des années 50, 60 et 70, un tissu sociétal qui aidait à la prise en charge des nouveaux arrivants avec des batailles politiques qui pouvaient être entraînantes dans une citoyenneté sociale, même s'il n'y avait pas de citoyenneté politique. En gros, c'est la bataille pour Français immigrés, même patron, même combat, pour aller vite, qui a été le mot d'ordre pendant très longtemps, c'est-à-dire la capacité qu'ont eu les organisations du mouvement ouvrier à prendre en charge la question de l'accès aux droits pour tous et dans une dynamique où, à l'intérieur même de ces immigrations, il y avait des structurations qui aidaient à cette prise en charge ou à ce lien avec la sociabilité qui pouvait exister au sein des entreprises. De manière très concrète, je dirais, quand les Espagnols arrivent en masse à la fin des années 30, et continuent à être là au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'attribution du statut de réfugié pour les Espagnols se fait dans le cadre d'une commission où les partis républicains espagnols sont représentés. C'est-à-dire, on a quelque chose qui est interne à l'immigration, qui dialogue à la fois avec l'administration et avec les autres composantes de la société pour obtenir un statut, pour défendre des droits, etc. Ça a été vrai pour les Italiens, bien sûr. Il y a le rôle de l'Église, mais il y a aussi le rôle de choses qui nous sont communes en termes de philosophie, ou en tout cas communes à une partie de la société, en termes de philosophie et en termes de prise en charge collective. La caractéristique qui est aujourd'hui la nôtre, c'est que non seulement les lieux de sociabilisation se sont effondrés, les grands lieux, les grandes usines, les bastions ouvriers, comme on disait, que les instruments du communisme municipal, pour aller vite, c'est-à-dire les colonies de vacances, les MJC, mais aussi du christianisme social, avec ces prêtres ouvriers, ces prises en charge globales, ce patronage s'est effondré, mais qu'en plus, à l'intérieur même des nouveaux arrivants, il y a une structuration interne qui s'est aussi effondrée. Le cas le plus frappant, c'est pour nous celui des Algériens. Dans les années 50, les ouvriers algériens sont majoritairement syndiqués à la CGT. Ils sont pour beaucoup influencés par Messalihadj, par le mouvement national algérien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun. On se souvient du reste que quand en 1947, il y a une grève déclenchée par les militants trotskistes à l'usine Renault, leur base militante, ce sont les ouvriers algériens. Ce n'est pas spontanément les ouvriers français qui sont très encadrés par le Parti communiste qui ne souhaitent pas la grève. Mais l'effondrement des amicales, du FLN, c'est vrai aussi pour d'autres immigrations, je pense aux immigrations subsahariennes, l'effondrement de tissus associatifs qui s'étaient constitués dans les batailles pour les indépendances, eh bien, est devenu un frein aux intégrations, au sens où ce qui structure aujourd'hui de manière négative
l'ensemble de beaucoup de ces immigrations, eh bien, c'est des groupes dont les intérêts sont plus, je dirais, liés au trafic des êtres humains que à l'idée de construire une sociabilité commune, même si ça suppose une capacité d'affrontement. On peut avoir encore des mouvements de travailleurs sans papier, mais même le vocabulaire militant porte la trace de cette évolution. Et quand je dis le vocabulaire militant, c'est la disparition même du terme travailleur immigré pour migrant. Et dans l'introduction de Gérard, je crois qu'il n'a pas utilisé le terme de travailleur immigré, sauf pour parler des FT-PEMOI, mais on voit bien l'évolution et l'évolution sémantique accompagne cette évolution sociologique. Pour nous, la pointe avancée de cette absence, c'est par exemple l'immigration afghane. Nous sommes le premier pays aujourd'hui de l'immigration afghane, mais l'immigration afghane qui arrive ici, eh bien, sa caractéristique, c'est le fait que la seule interaction négative qui la structure, ce sont les passeurs. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est le drame de l'administration, d'une certaine manière, dans le Calaisis ou dans le à Calais et à Grande-Synthe que de ne pas avoir cela. Donc, on a un problème dans les dynamiques d'intégration qui sont accentuées justement par l'affaissement des outils industriels qui étaient des lieux de regroupement, la ghettoisation du point de vue de l'espace et du logement, la ghettoisation avec des mécanismes qu'on connaît, qui sont assez simples. Paris, et je prends toujours l'exemple de Paris, ça a été pendant très longtemps une porte d'entrée de l'immigration, ça l'est encore en partie, mais dans les années 80, c'était encore 30% de la population qui était immigrée. Aujourd'hui, on est à 20%, et cette part ne cesse de diminuer. Et quand on habite Paris, on le voit bien, des arrondissements comme le 9e, le 10e, le 11e, qui étaient des portes d'entrée d'immigration, eh bien, se gentrifient, la part diminue, et les quartiers de Paris où l'immigration continue à être de manière importante et même continue à accueillir, les arrondissements qui continuent à accueillir l'immigration, c'est en réalité, d'un point de vue démographique, c'est le 13e, le 20e, une partie du 19e, sous la pression de l'immigration asiatique. Mais les immigrations subsahariennes ou maghrébines ont de plus en plus de mal à rester dans Paris et vont en Seine-Saint-Denis. La perte d'une partie de l'immigration parisienne, eh bien, elle s'est transportée en Seine-Saint-Denis. Je dirais, là encore, de manière imagée, c'est la fin des cafés kabyles au profit des cafés chinois. Je veux dire, je dis ça de manière un peu abrupte, mais c'est ça la réalité. C'est aussi la fin peut-être de l'épicerie, des épiciers tunisiens, peu ou prou pour d'autres choses. Et se rajoute ce que Gérard a évoqué, le fait que l'écart entre les pays d'émigration, et c'est particulièrement vrai pour la France, et les pays d'immigration, n'a cessé de s'accentuer. Et quand je dis l'écart, c'est l'écart culturel, n'a cessé de s'accentuer, avec le fait que dans les pays de départ, il existe aujourd'hui, du fait de l'évolution des techniques, des moyens de garder un contact avec les immigrations qui n'existaient pas avant. Alors, garder le contact, je vais là aussi le dire de manière imagée. Quand un Allemand partait en Argentine au début du XXe siècle, et même un Juif du shtetl, il devenait hispanophone d'une certaine manière. Et quand il partait aux États-Unis, il devenait anglophone. Et pareil pour un Français. Bon. Aujourd'hui, nous pouvons avoir, du fait des techniques, une capacité à rester dans sa bulle. Et les techniques étant sa bulle
je dirais, de langue, comme dans sa bulle culturelle. C'est l'effet parabole, c'est l'effet Internet, c'est l'effet smartphone, hein, dont on peut dire qu'il a des avantages, mais qu'il a aussi des inconvénients en matière culturelle. Et c'est particulièrement vrai dès lors que les pays de départ ont une capacité de projection culturelle qu'ils n'avaient pas avant, ou qui n'existait pas. C'est l'exemple de la Turquie. Hein. Quand vous avez une immigration turque qui fait aux alentours de 700-800 000 personnes, mais 2 millions de personnes en Allemagne, hein, mais qui s'adosse sur un pays qui a une capacité de projection avec 30 chaînes de télévision, une administration, des personnels qui viennent encadrer les diasporas, vous avez un rapport à l'intégration culturelle qui est une capacité d'acculturation qui est moins évidente que ce n'était auparavant. Et se rajoute dans cet écart, donc, pour nous, un problème qui est la prégnance dans les identités, je m'arrêterai là, dans les identités du religieux, hein, qui est devenu beaucoup plus accentué dans certaines immigrations. Les immigrations venant pour nous des pays musulmans étaient d'une certaine manière plus ouvertes, moins fermées à l'altérité, parce que en leur sein l'altérité existait, que ça ne le fait aujourd'hui, et ça a des effets très concrets. Les immigrés qui viennent de pays du Maghreb, en particulier pour nous, et qui sont dans des difficultés sociales depuis parfois des décennies, eh bien, n'arrivent à leurs yeux très souvent à retrouver une forme de dignité qu'à travers le religieux. Et c'est le rôle de plus en plus fort qu'ont pris les mosquées dans certains quartiers, et d'autant plus en plus fort qu'elles ont réussi à se développer de manière importante pour des raisons aussi liées au fait qu'on doit garantir à tout le monde la liberté de culte. Voilà le paysage qui est le nôtre, et j'insiste bien sur cette idée qu'en Europe, nous avons une difficulté, nous, Français, enfin la France, parce que nous sommes un pays globalement accueillant, et en même temps, nous n'avons pas les mêmes moyens économiques de prendre en charge l'accueil de personnes qui sont objectivement dans des situations personnelles beaucoup plus défaillantes, en particulier quand elles viennent de pays qui ont connu des chaos ou qui ont connu des affaissements de leur système scolaire, par exemple, depuis des décennies. Et c'est le cas de l'essentiel de notre immigration. Voilà un peu le paysage global que je voulais faire pour introduire cette discussion. Merci Gérard. Merci à toi. De m'avoir fait signe que j'étais un peu trop long. Non, tout va bien, tout va bien. Au contraire, non, c'était passionnant. Et hors antenne, avant, nous parlions avec Arié et toi, et on remarquait, on observait, et Arié faisait le commentaire sur les bavardages des plateaux de chaînes d'information continue. Et en effet, au lieu de ces bavardages néantisants de la pensée, on aimerait bien qu'il y ait plus souvent des choses comme ce que tu viens de nous offrir comme synthèse de ce qui est en jeu aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu parles de changement de paysage, mais ce que tu racontes, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que si c'est plus le syndicalisme, mais c'est les mafieux, les trafiquants et les passeurs qui sont les organisateurs, c'est pas seulement un phénomène social, c'est un phénomène, je dirais, presque civilisationnel. Parce que les moteurs psychiques, les moteurs éthiques ne sont plus du tout de même nature. Et donc l'effet des paraboles, en effet, comme tu viens de le dire, eh bien l'effet parabole, ça empêche le travail d'intégration, puisque ça permet d'être accroché comme par un cordon ombilical à la terre d'origine. Donc, il y a, en effet, c'est un changement de paradigme, et c'est ça dont on ne prend pas assez la mesure, et que tu nous décris avec toute, non seulement la perspicacité de pensée, mais aussi avec la pertinence de connaître bien le terrain. Je suis d'accord. Je pourrais résumer de la manière suivante, c'est que la communauté d'origine
à supplanter le parti, les syndicats. C'est la communauté contre la nation civique là, qui se joue, enfin, comme la collectivité de projet. Ouais, ouais. Arié, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Il y en avait qui venaient de toi, il y en a qui viennent d'autres participants. Est-ce que tu veux intervenir, Arié, pour poser toi-même les questions que tu posais, et puis on pourrait prendre en compte quelques-unes des interventions de Richard Landel, de Jean-Pierre Ben-Simon. Alors, essayons dans le temps qui nous est imparti de donner la parole à tous ceux qui veulent la prendre. D'abord, merci Didier de cette intervention. Chez Elnet en général et dans les ateliers républicains en particulier, nous souhaitons toujours aborder des sujets importants avec des gens sérieux qui réfléchissent et qui peuvent nous apporter, comme l'a dit Gérard, des éléments non seulement d'information, mais également de réflexion et d'analyse. Mais nous sommes dans une actualité qui est celle qui nous sépare de l'élection régionale très prochainement, des élections présidentielles et législatives, ça n'a échappé à personne. Et donc, très rapidement, cher Didier, vous posez quelques questions qui nécessitent certainement des réponses longues, mais vous allez faire ramasser court, comme on dit, autant que cela est possible. La question que tout le monde se pose et qui finalement anime beaucoup de discussions politiques: peut-on, doit-on faire un lien entre insécurité et migration? Première question. Deuxième question, mais c'est des choses, on peut faire des colloques là-dessus, mais en essayant d'y répondre simplement, en comprenant bien que ma question essaye de nous connecter avec le débat politique. Deuxième question, doit-on décider d'un moratoire sur l'immigration comme le suggère Michel Barnier? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est réalisable? Et puis enfin, intégration, assimilation, le modèle français républicain est-il pertinent? Fonctionne-t-il? Et s'il ne fonctionne pas ou plus, que faire? Et puis peut-être aussi, parce que c'est la loi qui est en train d'être finie d'être votée au Parlement, peut-on mesurer le niveau de séparatisme au sein des populations immigrées? Vous nous avez dit que les immigrations précédentes, il y avait un fort niveau d'adhésion finalement à la société dans laquelle les gens arrivaient. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Certains disent que non, mais est-ce que du point de vue de l'analyse qui est la vôtre, on peut le mesurer? Et si oui, que donne cette mesure? Voilà, j'ai essayé d'être bref pour vous donner le temps de répondre et laisser également Jean-Pierre Ben-Simon et Richard Landel la possibilité de poser des questions, et à ceux qui le souhaitent également d'écrire déjà sur le chatbox s'ils veulent dire quelque chose, et si oui, quoi. Merci. Oui, je vais essayer d'être rapide. Bien sûr qu'il y a un lien entre insécurité et immigration. Ça ne veut pas dire que toute l'insécurité est liée aux immigrés, mais ça veut dire que à conditions sociales difficiles, où on n'arrive pas à trouver à la fois du travail, et on commence à s'inscrire un modèle où la facilité du délit s'accompagne avec des ressources importantes, eh bien oui, il y a un lien qui se fait. On le sait à travers le trafic de drogue en particulier. Et je rajoute que la difficulté que nous avons, c'est que quand je parle de mafieux qui structurent une partie de ces immigrations qui arrivent, eh bien, ces mafieux qui font passer des gens, eh bien, ils peuvent faire aussi passer de la drogue et bien sûr des armes. Et c'est ce qui se fait. C'est un des problèmes, par exemple, si nous n'arrivons pas à intégrer les jeunes hommes afghans qui arrivent, ce sont très majoritairement des hommes afghans qui arrivent dans une vie de travail qui les satisfasse, et autant qu'elle nous est utile, eh bien, on aura ce qui s'est passé en Iran, dans un régime beaucoup plus, qui n'a rien à voir avec le régime de droit à nous. L'Iran a accueilli plusieurs millions d'Afghans, et en même temps que lié à la guerre, et en même temps, l'Iran a vu dans une jeunesse qui est sans doute en difficulté aussi sociétale importante, une explosion du trafic de drogue. Et c'est ce qui d'une certaine manière, ça fait partie de mes inquiétudes. Bon, oui, voilà. On sait qu'à Paris, par exemple, là, on a la difficulté avec les mineurs, ou ceux qui se disent mineurs, qui sont d'origine maghrébine, soit algérienne, soit marocaine, qui ne savent pas comment vivre.
hein, et qui, bien sûr, essaye de trouver des moyens à travers les cambriolages. Donc, oui, et enfin, on a le problème du terrorisme, qui est une autre forme d'insécurité, mais qui n'est pas l'insécurité courante. Moratoire, moi, je ne vois pas ce que dit, j'ai bien entendu ce que dit Michel Barnier, mais ça me paraît un peu compliqué. On peut, nous, durcir les conditions du regroupement familial, parce qu'on est le pays d'Europe le plus ouvert en termes de conditions pour le regroupement familial. En particulier, dans ce regroupement familial, il y a une forte proportion de ce qu'on appelle les conjoints de Français. La plupart des pays alignent les conditions des conjoints de Français pour les conjoints de Français aux résidents. Ça veut dire des conditions qui sont beaucoup plus dures. Quelqu'un qui n'est pas français, qui fait venir son conjoint, on va lui demander un niveau de ressources et une surface de logement. On ne le fait pas pour ceux qui sont des conjoints de Français. Ça peut être une discussion. Je pense surtout que, et je suis un peu surpris par la proposition de Michel Barnier, parce que je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que l'enjeu, c'est qu'on aligne peu ou prou, que les principaux pays européens d'immigration alignent globalement leurs conditions d'entrée dans le pays. Voilà, et qu'il n'y ait pas des distorsions qui font que ça peut apparaître plus facile pour un pays que pour un autre. Voilà, intégration, que faire ? Alors, que faire pour relancer le modèle d'intégration ? Je crois qu'il y a essayer de relancer une machine économique qui corresponde aussi à nos besoins sociaux globaux. La France a besoin de logements. Il y a effectivement des métiers en tension. Je pense que pour une partie de l'immigration qui arrive, et en particulier pour ceux qui obtiennent une protection, on devrait être beaucoup plus directif en termes d'orientation vers des formations. Je pense qu'on a une position souple qui est, entre guillemets, une position de riche. En Allemagne, où ils ont été obligés d'accueillir, d'intégrer plusieurs centaines de milliers de personnes, puisqu'il faut faire une différence entre les gens qui sont rentrés en Allemagne et ceux qui ont obtenu un titre de séjour. Ils ont des orientations beaucoup plus directives. On vous fait 3 propositions de formation. Si vous les refusez, eh bien, toutes les 3, à un moment donné, vous n'avez plus de prestations sociales. Alors, je sais que ce n'est pas notre modèle, mais il y a des choses à réfléchir en termes de directivité qui me sembleraient bénéfiques à la fois pour les personnes comme pour l'ensemble du pays. Je pense que ce qui est important, c'est de montrer à travers l'emploi ou l'activité, l'utilité sociale des migrants, des immigrés à qui on a donné un titre de séjour. Si on ne montre pas cette utilité sociale, à un moment donné, on va avoir majoritairement dans le pays, c'est un risque démocratique, eh bien, le refus de toute immigration et à travers elle, le refus de toute altérité. Le séparatisme, la loi séparatisme, moi, je la trouve plutôt bonne sur 2 aspects. Le premier, strictement lié à l'Organisation de l'Islam de France, c'est-à-dire le renforcement des conditions de fonctionnement des associations cultuelles en matière de transparence financière. On a une habitude cultuelle chez les musulmans en particulier, mais ça peut se trouver dans certains secteurs de l'évangélisme, où le don de la main à la main ou le don massif venant de donateurs étrangers, que ce soit des États ou des personnalités, amène à une opacité sur l'utilisation des fonds, et je pense qu'il faut les rendre transparents. La deuxième chose, c'est qu'il y a des mesures qui sont peut-être difficiles à mettre en œuvre et peut-être même que symboliques, mais qui nous semblent importants dans le rapport justement, dans l'écart entre les pays d'immigration et d'immigration. Je pense au problème de l'héritage. Vous savez qu'on introduit dans la loi la possibilité pour celui qui est lésé, c'est-à-dire la femme qui est lésée dans l'héritage de ses parents au Maghreb, on ouvrirait la possibilité pour elle de demander sur une partie des biens une compensation. Ça veut dire qu'on introduit dans notre droit civil l'idée qu'on ne peut pas faire fi du fait que l'inégalité dans le droit civil dans les pays de départ peut avoir des effets sociaux sur ceux qui sont ici et qui peuvent par ailleurs avoir la nationalité française pour une partie d'entre eux. Donc, on essaye de compenser l'inégalité entre les hommes et les femmes dans l'héritage.
Je pense que la question du certificat de virginité qui a beaucoup fait rire n'est pas si anodine que ça, parce que derrière le certificat de virginité, d'abord, bon, les familles savent bien que c'est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus labile que ça n'apparaît, mais c'est des enjeux autour de l'idée de la dot et du prix des femmes. En réalité, c'est ça qui se joue. Et dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, c'est une règle juridique, mais c'est un discours symbolique qui me semble important. Et donc, l'intégration, c'est à la fois du symbolisme, et rappeler aussi que ce que nous sommes comme pays ouvert à la diversité, et ce que nous sommes comme pays dont la caractéristique, c'est la capacité d'autocritique, parce que la caractéristique des pays d'émigration de départ, c'est leur incapacité souvent à être des sociétés démocratiques en capacité de faire des autocritiques. Voilà, je ne veux pas être plus long. Oui, Arié. C'est bon, donnons la parole à Jean-Pierre Ben-Simon et à Richard Landès. Voilà. Alors, Jean-Pierre Ben-Simon, il n'est pas là. Il pose la question suivante. Quelle est l'implication de ce visage de l'immigration dans le maintien du pays dans le premier monde? Je ne comprends pas bien. De notre pays dans le premier monde. Jean-Pierre, démutez-vous là, ouvrez votre micro et précisez votre question, s'il vous plaît. Ma question est extrêmement simple. Il s'agit de savoir, vu le profil de l'immigration qui nous est présenté, avec par exemple les niveaux de formation, etc., c'est de se demander dans quelle mesure cette immigration, qui représente maintenant une partie relativement non négligeable de la population active, dans quelle mesure est-ce qu'elle est compatible avec la projection de la France dans le monde technologique qui vient. Le premier monde, c'est le monde technologique qui vient. Est-ce que ça marche? Alors, écoutez, est-ce que ça marche? Il faut faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que tout l'enjeu pour nous est d'arriver à retrouver une capacité de formation pour ceux qui viennent et qui sont sans formation, et en particulier les jeunes hommes qui viennent dans le cadre de la demande d'asile ou qui viennent dans le cadre de la migration économique. La première nationalité qui débarque actuellement, enfin, en dehors de l'événement qui a eu lieu avec le Maroc, au moment où un des dirigeants du Front Polisario est venu se faire soigner en Espagne, ce sont les Algériens. Hein. Les premières nationalités qui débarquent en Italie sont les Tunisiens, les Bangladais. Les Algériens et les Tunisiens, leur aspiration, c'est de venir en France. Ces Algériens et Tunisiens qui débarquent par la mer, ce n'est pas les plus formés des Algériens et des Tunisiens, ce sont les perdants de systèmes économiques et de systèmes politiques qui ne tiennent pas compte ni de leur jeunesse, ni et même parfois des classes moyennes. Bon, il faut qu'on arrive à les intégrer, parce que si on n'y arrive pas, effectivement, l'éclatement sociétal peut être de plus en plus fort, et d'autant plus que, de manière globale, tant pour les immigrés que pour les non-immigrés, on voit bien qu'il y a une sorte de décomposition du lien social, hein, et avec des gestes symboliques dont on a vu la manifestation encore hier avec le président de la République. Richard Landès. Pour pousser un peu la question de non-intégration, je suis à Jérusalem, parfois je lis ce qui se passe en France. J'ai vu qu'il y a des anciens généraux qui ont alerté contre la possibilité de comment ça s'appelle, les territoires perdus des banlieues de la République, et qu'il y a la possibilité qu'il y a presque une guerre ouverte. Alors, je voulais demander ce que vous pensez de ces alertes, et qu'est-ce que vous pensez des problèmes. Ça revient sur l'islam, le terrorisme. C'est un mouvement vraiment anti-européen qui ne peut pas être négligé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un des signes de la crise politique indéniable qui traverse le pays. L'autre signe, c'est le fort taux de vote potentiel, tel que le révèlent les sondages,
pour le Rassemblement national. Ça fait partie des signes d'inquiétude. La société française est traversée d'inquiétude, et c'est vrai que un des vecteurs importants de l'inquiétude, eh bien, c'est la projection politique et malheureusement tragique du fait que l'islamisme et l'islam sont poreux, et il y a le désordre, l'involution des pays musulmans qui nous sont proches, même en partie, est une involution qui peut être regardée que comme angoissante par une partie de la population. On ne sait pas exactement jusqu'où ça peut aller en termes d'impact sur nos sociétés, dans les comportements individuels privés, comme dans des manifestations collectives et parfois violentes. On a vu quand même, au moment de la guerre entre les Azéris, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des manifestations qu'on n'imaginait plus possibles, de gens faisant la chasse aux Arméniens dans des rues françaises, comme on a vu des cris antisémites, etc. Donc, les généraux, je pense qu'ils font une erreur en termes politiques majeure, de vouloir s'insérer dans le débat en tant que généraux. Maintenant, ils sont le reflet d'une crise politique dont il faut trouver les moyens de sortir par le haut. Gérard, avant de te laisser la parole pour conclure avec Didier, remercier bien sûr Didier Lesky d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant. Évidemment, il y a encore 250 000 questions que nous voudrions lui poser. Cela ne veut pas dire que nous ne le ferons pas. Il y aura d'autres occasions. Vous dire à toutes et à tous que nous sommes toujours heureux de vous retrouver. Nous sommes un petit club des ateliers républicains. Ce qui est important, c'est que tout ce que nous produisons est disponible en replay, en podcast, en lien que vous pouvez non seulement réécouter, mais que vous pouvez partager avec vos réseaux et avec vos amis. N'hésitez pas à le faire. Je salue tous ceux qui sont là et je ne vais pas tous les citer, mais je vois la présence de notre ami journaliste au point, grand journaliste au point, Luc de Barrochet. Très heureux de l'avoir parmi nous, et puis vous toutes et vous tous, et évidemment. Une question qui me taraudait, et peut-être que Didier, vous pouvez en dire deux mots dans votre conclusion, c'est que vous nous avez expliqué, s'agissant de l'immigration, que évidemment ça fait partie de la tradition française et européenne et que c'est un mouvement qu'on ne va pas arrêter, on ne va pas empêcher. Mais est-ce que cette idée qu'il puisse y avoir en cas d'échec ou en cas de manquement des immigrés à leur devoir vis-à-vis du pays d'accueil, est-ce qu'on peut imaginer le phénomène inverse de remigration? Et le problème peut-être, c'est qu'on nous dit souvent alors il faut accueillir les gens, mais quand ça ne marche pas, on ne peut pas les renvoyer, ou on peut pas, ce contrat a été rompu d'un côté, il ne peut pas être rompu du côté de la République qui, elle, se retrouve finalement dans une situation, que ce soit pour les demandeurs d'asile qui sont déboutés mais qui restent en France, que ce soit pour ceux qui trahissent le pays d'accueil, notamment dans la criminalité ou la délinquance. Est-ce que ce phénomène de remigration est quelque chose qui est possible? Alors, je termine avec ça de mon côté. Je vous laisse conclure, cher Didier, et Gérard termine cette conversation et nous donne les prochains rendez-vous qui sont donc déjà prévus. Merci d'abord pour cet accueil et ce débat. Je voudrais conclure en disant la chose suivante, c'est que j'ai dit au début de mon propos qu'il fallait aborder l'immigration au pluriel, les immigrations, et qu'elles ne posent pas toutes les mêmes problèmes. Et je dirais même qu'on peut avoir des immigrations qui peuvent apparaître comme particulièrement communautaires, mais qui, d'une certaine manière, à leur manière, même parfois paradoxale, peuvent être ouvertes aux autres. Hein, je veux dire, et en tout cas, ne sont pas dans le même type de confrontation. L'exemple type, ce sont les immigrations asiatiques, c'est-à-dire avec des processus d'intégration sur 2 générations ou 3 générations qui sont maintenant extrêmement étudiées par les sociologues et qui ne posent pas les mêmes problèmes que certaines immigrations qui viennent de pays dont les dynamiques sont, elles, celles d'une confrontation hostile à nos modèles sociaux, hein, et pas dans l'idée que nos modèles sociaux sont d'une certaine manière enviables, en
repartis, si vous voulez. Hein, et c'est la différence peut-être entre la Chine et l'Afghanistan, si vous voulez. Hein. Bon, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas. Il y a eu par le passé des phénomènes de départ. Hein. Ça a été vrai pour les Italiens à un moment donné, ça peut être vrai pour certaines nationalités latino-américaines au moment où les dictatures dans les pays latino-américains sont tombées. On a vu des gens repartir au Chili, on a vu en Argentine, au Brésil, on a pu voir des gens repartir au Portugal, etc. Mais la difficulté pour les immigrations qui nous posent le plus de problèmes, c'est qu'elles viennent de pays où, à court terme, je ne vois pas comment les choses s'amélioreraient. Et donc, ce qui a motivé leur départ, eh bien, pas près de changer. Et pour nous, c'est un problème majeur. Je pense par exemple à l'Algérie. Voilà. L'arrivée importante d'Algériens sur les côtes espagnoles est directement liée à l'impasse, à mon avis, à la fois économique, mais l'impasse politique du Irak. Voilà, la répression d'un mouvement social qui était aussi massif et qui faisait espérer aux gens le fait qu'on allait arrêter avec un système où le partage des richesses ne se fait pas et où on a de la prévarication à tous les étages, eh bien, ne peut amener que les gens qu'à vouloir partir et ceux qui sont ici à pas vouloir, à pas penser que le retour serait pour eux une perspective d'aventure positive pour eux comme pour leur famille. Voilà un peu la situation globale. Donc, il faut qu'on assume tout ça. Et je pense qu'une partie de l'assumer, c'est peut-être d'être aussi beaucoup plus clair, justement, avec les pays qui nous sont historiquement les plus proches, mais pour lesquels nous avons une tendance à taire une partie des critiques, alors qu'on le faisait beaucoup moins il y a 40 ou 50 ans. Voilà. Dans mon jeune temps, une vision un peu internationaliste supposait qu'on critique de manière extrêmement ferme les dirigeants qui méprisaient leur population. Ça aussi, c'est un changement de paradigme. Un changement de paradigme des luttes des jeunes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne se reconnaît plus du tout là-dedans et on a eu des combats proches et communs dans notre jeunesse. Moi, d'abord, je te remercie beaucoup encore une fois. Je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté, mais aussi pour ce dont tu témoignes et ce qui nous permet de mettre aussi en évidence, c'est que non seulement on est dans un cas de crise civilisationnelle contemporaine grave, avec un horizon dont on ne sait pas le distinguer tant il y a de brouillard et d'incertitude, et que la démarche première, c'est toujours de retourner au réel, avec le plus de lucidité possible et le plus d'humilité possible. Et ton intervention témoigne de ce que c'est que retourner au réel et partir de là pour après faire le travail d'interprétation. Et c'est très précieux tout ce que tu nous as apporté. Pour ce qu'il en est de notre cycle, nous allons le continuer. Je rappelle, vous serez informés de ça. Je voudrais juste vous signaler que début octobre, le 7 octobre, normalement, nous ferons une journée de colloque qui sera à la fois en présentiel si c'est possible et puis aussi retransmis par vidéo et auquel participera Richard Landes qu'on a entendu depuis Jérusalem, Didier sera aussi parmi nous et bien d'autres qui ont été des intervenants dans notre cycle durant l'année. Voilà. Arié, Sarah. T'as tout dit, Gérard. Merci, Monsieur Ski, en tout cas, d'avoir participé à ce Zoom avec nous. Et voilà, vous avez toutes les informations. Donc, dans les semaines qui viennent, vous recevrez tout par mail, voilà, avec l'invitation pour le 7 octobre. En présentiel, nous l'espérons. Pour ceux qui sont les plus courageux, cet après-midi à 16h, nous avons une autre session de travail. Mais ce sera autour de la Cour pénale internationale. Et le thème, c'est « Est-ce qu'Israël dans sa guerre contre le Hamas, ou la guerre que le Hamas mène, est-ce que ce combat-là est légal selon les principes du droit international ?» C'est une conférence en anglais, je préfère le préciser par avance. Voilà pourquoi je cherchais mes mots en essayant de traduire le texte qui n'était pas en anglais. Donc, pour ceux qui sont les plus courageux, on se retrouve à 16h pour une conférence qui va être
également très exceptionnel. Merci à tous, une très bonne journée. Et comme demain, c'est Rosh Chodesh Mevorach, un bon nouveau mois. À bientôt.